L'équipe de Course Players vous souhaite la bienvenue au Challenge Players dans le cadre du championnat Cool Toyota Atlantique. Players, une tradition d'excellence. Compte en commun Scott Goodyear, vice-champion au dernier 500 000 d'Indianapolis. Patrick Carpentier, champion Atlantique 96. David M. Pringham, champion Indy Lights. Jimmy Vassar, champion kart. Et Jacques Villeneuve, favori au championnat du monde des conducteurs de Formule 1. Ils ont tous gagné l'épreuve de Formule Atlantique au circuit Gilles Villeneuve. Une étape cruciale pour qui veut connaître une carrière internationale en course automobile. S'il y a une course que vous devez gagner, c'est bien celle du Grand Prix Players du Canada. Le Challenge Players dans le cadre de la série Cool Toyota Atlantique vous est présenté en partie par Yokohama, radio de performance, les Superformants. En direct du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, le réseau des sports vous présente le Challenge Players de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Pierre Houd en compagnie de Bertrand Houle, Didier Scradden. Bienvenue à ce reportage de la première manche canadienne du championnat Cool Toyota Atlantique qui marque aussi, Bertrand, la première manche de ce Challenge Players qui est ni plus ni moins qu'un championnat canadien à l'intérieur de la manche nord-américaine. Et c'est une série richement dotée, Pierre. 60 000 américains seront versés aux 15 premiers à l'issue des 4 courses canadiennes. Et il y a aussi des bourses versées aux pilotes canadiens, 10 000 aux 3 meilleurs canadiens, alors pour encourager le talent local. Évidemment, Bertrand, ça va dans le sens également de cette série école qui est la plus riche en Amérique du Nord avec des bourses totales de 1,3 million de dollars américains. On parle d'Américain, mais c'est un Québécois qui est en tête du championnat présentement après 4 épreuves. On parle d'Alexandre Taliani. Taliani qui était ici l'an passé dans une écurie moins bonne que l'écurie Players pour laquelle il pilote cette année. Il n'avait pas terminé cette épreuve, alors donc il a une belle revanche à prendre. Et son coéquipier Bertrand Godin, lui, a sa première présence. C'est bizarre pour un pilote québécois, mais on sait qu'il a couru en France. Donc première présence ici à Montréal. Il a le couteau entre les dents parce qu'il doit rattraper un peu au championnat. Et il a réussi tout un exploit, Bertrand Godin. Non seulement a-t-il obtenu la pole position, mais il a aussi fracassé le record de piste du circuit Gilles Villeneuve. Dès les premiers tours de roue vendredi, il a été le plus rapide. En après-midi, il a réussi la pole. Il se dirige vers la grille en compagnie de Didier Scradden. Et messieurs, Bertrand a très bien fait. Il est en pole position. Et la foule a déjà commencé à réagir. Bertrand, pour une première fois sur la piste, quelle performance? Ah, je suis vraiment content. On s'est pratiqué à Grand Prix 2 et puis pour toute l'équipe Players, mais c'est fantastique. C'est certainement encourageant la réaction des gens qu'on voit présentement. Mais est-ce que ça rend son pilote nerveux ou au contraire, ça l'aide? Ah, c'est une bonne pression. J'aime autant avoir la pression de la pole position que la 10e place. Ça fait longtemps qu'on l'espérait et l'importance de cette course pour Bertrand. Ah, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment une belle opportunité qui se présente à nous aujourd'hui. Je crois que je vais savourer chaque tour de piste. On se rappelle de ce tour de qualification, Bertrand? Oui, oui, complètement. J'avais le couteau entre les dents et puis je me suis donné à fond avec la voiture que j'avais. L'équipe Players m'avait préparé une super voiture et je leur en remercie. On y va pour les honneurs, c'est certain. Il ne faut pas oublier l'argent qui vient avec ça. Le Challenge Players, c'est important. Ah, complètement. J'aime autant l'avoir dans les poches que ce soit un autre. Et il y en a d'autres, bien sûr, qui ont été intéressés par ces sommes d'argent fort importantes. Parmi ceux-là, 3 Québécois que voici. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Camiran. J'ai commencé en karting il y a maintenant 10 ans et j'ai enchaîné ensuite en Formule 1600, dont j'ai fait 2 ans. J'ai terminé 10e au championnat et cette année, je suis en Formule Atlantique pour le Grand Prix de Montréal et j'aimerais remercier de nombreux commanditaires, Karting Points du Lac, Chemcraft et en grosse partie mon père, les productions de carrossier. Bonjour, mon nom est Carole Soucy, je viens de Sept-Îles où j'administre une compagnie d'hélicoptères qui m'appartient avec 2 de mes copains. J'avais le goût de la compétition. J'ai fait des compétitions en motoneige durant une vingtaine d'années avant de commencer des courses en 1600 cc dans l'automobile au mois de septembre l'année dernière. Ça m'a donné la piqûre de faire des essais en Atlantique. On a décidé de s'acheter une Formule Atlantique avec mes 2 copains qui sont avec moi dans la compagnie d'hélicoptères. On fait notre première course dans la série Pro aujourd'hui. On va faire le championnat canadien, Trois-Rivières, Toronto, Vancouver. Donc surveillez le numéro 44. Bonjour, ici Stéphane Roy de l'équipe Bengay Music Plus. Comme vous pouvez voir ici, on n'arrête jamais de travailler. Pas besoin de vous dire que j'aime la vitesse. Après 15 années de ski alpin en compétition active, j'ai tenté ma chance en course automobile en débutant en Formule 1600. Maintenant, je fais le grand saut en Formule Atlantique et je serai de la partie en fin de semaine au Grand Prix de Montréal. Je tenterai ma chance également au Grand Prix de Trois-Rivières ainsi qu'au Toronto Indy dans quelques semaines. Venez me surveiller, je porte le numéro 23.
La pole à Godin, mais c'était moins bien pour Taliani. Pierre, imaginez, 6 minutes après le début de la séance d'essai libre du vendredi matin, il s'est accroché avec un autre Québécois, Camiran, qui a aussitôt mis fin à sa séance et s'est retrouvé dans un bac à gravier. En tout cas, question de connaître ses états d'âme. On le retrouve tout de suite en compagnie de Didier. Merci Pierre, en compagnie d'Alexandre Tagliani qui n'a pas commencé le week-end comme il l'espérait. Ah non, c'est sûr, un accrochage le vendredi matin en pratique, ça m'a complètement déboussolé le week-end parce que j'avais énormément de choses à essayer. Et puis en qualification, la voiture n'était pas prête, donc elle était prête pour rouler, mais elle n'était pas alignée. Et puis c'était une voiture qui était extrêmement dure à conduire. Donc, mais je remercie quand même l'équipe Players d'avoir mis l'auto en piste parce qu'on aurait pu partir 38e. C'était important qu'on prenne part à la qualif. Et puis, en tout cas, ce qu'il faut qu'il arrive en course, c'est qu'on ait au moins un drapeau jaune pour nous aider parce que je pense que l'auto va être bonne. Qu'est-ce qui pourrait être un objectif réaliste en fait de position? Je pense que avec le nombre de tours qu'on a à accomplir ici, un podium, c'est faisable. Il faut qu'il y ait une petite bataille en avant et puis que je ne perde pas la chance des premiers, là, de leur draft. Ça va être très important. Et puis, si je vois que les 5 premiers sont apportés à mi-course, ça devrait être réalisable. Bonne chance, Alex. Merci. Je pense qu'il a raison, Bertrand. En général, il y a toujours beaucoup de rebondissements et d'incidents au circuit Gilles Villeneuve, donc les positions peuvent changer radicalement. Restez avec nous, nous serons de retour dans quelques instants avec la première manche du Challenge Players. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame pour la première manche du Challenge Players, 5e de 12 épreuves du championnat nord-américain Cool Toyota Atlantique. Les voitures sont déjà installées sur la grille de départ. Les conditions sont superbes. Beau soleil, mais ce n'est pas trop chaud. Il n'est pas étonnant que cette série-là soit aussi populaire chez nous, Bertrand, avec non seulement ceux qui gagnent au circuit Gilles Villeneuve, mais ceux qui sont aussi champions de cette série Cool Toyota Atlantique. Carpentier, M-Premium 2 fois. Il y a aussi d'autres grands pilotes canadiens qui ont connu de belles années de gloire. Goodyear, Villeneuve, l'oncle, Gilles Villeneuve et Bill Brack au milieu des années 70. Voilà donc les voitures qui s'apprêtent à être lancées pour le tour de formation. Il y en aura 2 au total, comme c'est le cas habituellement. Et voilà, donc les voitures qui sont lancées, c'est Bertrand Godin qui va lui-même transporter le train de voitures pour 2 tours du circuit Gilles Villeneuve avant d'y revenir pour un départ arrêté. Oui, il y a 39 voitures sur la grille. Imaginez, Pierre, il y en avait 27 seulement en 95. Alors encore là, autre preuve de la belle santé de cette série. Voilà une superbe image du haut désert de cette série de virages tout de suite après la ligne de départ arrivée. Pole position, on vous l'a dit, record du circuit, rien de moins pour Bertrand Godin, dont on a l'impression que c'est la véritable grande entrée en matière cette saison. À ses côtés, son compatriote de Burlington en Ontario, Kenny Wheldon, beaucoup d'expérience au circuit Gilles Villeneuve, mais un très mauvais souvenir en 1993. Claude Bourbonnais cale le moteur à la pole position. Kenny Wheldon ne peut l'éviter. Il y a collision violente, mais heureusement, c'est le côté gauche de la voiture surtout qui a été touché. Wheldon a réussi à ressortir indemne de cet accident. Case Montgomery se retrouve en 2e ligne. Évidemment, un pilote d'expérience ultra rapide, tout comme Tony Harvey, qu'on a vu faire une entrée en championnat l'an dernier de façon spectaculaire. Alex Barron, l'une des 2 voitures de l'écurie Lynx, certes l'un des favoris au championnat, et un jeune pilote portugais qu'on a vu ultra rapide depuis le début de la saison, João Barbosa. Jared Schrader, lui, il a presque gagné l'an dernier avant d'avoir cédé la position de tête à Patrick Carpentier. Et Eric Lang, pilote de New York, vétéran pilote de 34 ans qui sera à ses côtés. Anthony Lazzaro, toujours à surveiller. Lazzaro un peu loin cependant à la grille de départ. Et Steve Knapp qui se retrouve à ses côtés, qui nous a donné beaucoup d'actions ici depuis le début de la saison, dont la course à Milwaukee. Cam Binder, 26 ans, le pilote de Calgary en Alberta qui revient à nouveau cette année. Et Robert Solenskog, on retrouve en 6e ligne également. Alors on l'a dit, Alexandre Tagliani, toutes sortes d'ennuis au cours du week-end. Ça explique cette 13e position aux qualifications. C'est pas beaucoup mieux pour Nemo Gidley, Bertrand. Oui, il a eu des ennuis de boîte. Il n'a fait que quelques tours en qualification. Michael David, Ted Saley sont là en 8e ligne. En 9e ligne, c'est Joe Sposato et John Brooks. Léo Parente, David Pook, très loin en 20e en qualif pour Pook. Mark Tague et Bob Siska formeront la 11e ligne. La 12e, Sergei Sortika et Frank Hollers.
13e ligne, Carole Soucy, donc notre sympathique pilote d'hélicoptère, et David Cutler qui sera à ses côtés. On retrouvera par la suite Marcello Gaffolio, George Frazier, Jimmy Poliese, Buddy Brondo, Marc-Antoine Camiran et Eric Jensen en 16e ligne. Et Marc-Antoine Camiran qui a été le grand vainqueur d'une superbe course très relevée en Formule 1600. Et il a aussi, bien sûr, reçu la coupe des mains de Greg Moore et un joli montant d'argent fourni par le Grand Prix Players du Canada. On peut noter que Chuck West est très loin sur la grille. Pourquoi? Il s'est accroché avec Knapp à la 2e minute des qualifications. Alors, ça explique sa mauvaise position. Alors voilà donc le tour de formation qui sera bientôt complété. Le voilà, le circuit Gilles Villeneuve-Bertrand. Au moins 3 endroits où on peut choisir de dépasser. Oui, virage 1, 10 et 13 où on arrive très rapidement. Il y a des freinages appuyés. Il y a beaucoup de tentatives de dépassement. Rappelons le classement au championnat des pilotes après 4 épreuves. C'est extrêmement serré. C'est toujours mené par Alexandre Tagliani. Oui, Didier. Dans les pilotes tellement avant même qu'on donne le départ, Joao Barbosa, malheureusement, des problèmes, semble-t-il, électrique. On est en train de regarder du côté des bougies très rapidement. On a enlevé le capot, on travaille avec frénésie et on comprend pourquoi. Il aura peut-être une chance de partir à la queue du peloton si bien sûr on réussit à trouver le problème, qui semble être d'ordre électronique. Son moteur, passablement rauque que celui du moteur Toyota de Joao Barbosa. De retour à vous, messieurs. Ben merci Didier, mais c'est une bien mauvaise nouvelle en même temps, Bertrand. Il y aura donc un trou énorme à l'avant du peloton à l'amorce de cette épreuve. Vous l'apercevez d'ailleurs, cet espace libre, lors de la formation à la gauche derrière Tony Harvey. Record en course, Patrick Carpentier en 1996. Ça avait été une course spectaculaire, belle lutte entre lui et son coéquipier Jared Schrader. J'ai l'impression qu'on aura encore tout un spectacle à vous offrir encore cette année. Voilà le blanc qui est donné en fond de grille. Tout est complet. De ce côté, on passe au rouge. Surveillez le vert qui est donné et on roule au circuit Gilles Villeneuve. Et attention, dès le départ, Alexandre Tagliani qui veut tout de suite améliorer sa position. Et Godin qui reçoit la lutte de Montgomery qui va réussir à lui voler l'intérieur. Et Godin qui est aux prises avec Tony Harvey maintenant. Harvey qui va réussir à vraisemblablement passer deuxième. Tagliani, très large sortie de piste et ça va lui donner à peu près la 20e position à ce moment-ci. Oh, que de rebondissement dès le lancement de cette épreuve du circuit Gilles Villeneuve. Alors donc c'est Montgomery, Harvey, Godin, Wilden, Alex Barron et Jared Schrader qui sont là. Oh! Il y a même une voiture, Pierre a fait un tête à queue en fond de peloton. On croit que c'est Bill Overland. Et il y a même une voiture immobilisée sur la grille. On a quand même donné le départ. Alors on a réussi à éviter cet obstacle. Bon, tant mieux, parce qu'il aurait fallu à ce moment-là neutraliser l'épreuve avec un drapeau rouge. Attention, sous le pont de la Concorde, là où c'est glissant habituellement, on a vu d'ailleurs beaucoup de poussière soulevée par le freinage des voitures. Les positions ne changent pas jusqu'à ce moment, mais attention au virage en épingle qui est toujours tentant. Et c'est ce que Bertrand Godin annonce comme couleur dès le départ. Il a cependant à l'extérieur. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'espace? Je ne crois pas. Et il vaut mieux être prudent à ce moment-ci pour Bertrand Godin. Alors Montgomery, Harvey, Godin toujours vers la portion rapide le long du bassin olympique. Voilà Godin directement derrière Harvey. Va-t-il tenter? Oh, tout de suite vers la droite. Et alors qu'on revoit ce qui s'est passé au départ, Bertrand. Oui, Montgomery qui est à l'extérieur de la première courbe, puis fait l'intérieur au freinage, a presque perdu contrôle. Il est passé devant et regardez derrière. C'est ça, Tagliani, donc ça s'est accroché devant. Il a réussi à éviter, mais il est reparti 19e. Oui, et Godin a réussi à passer Tony Harvey. Alors j'imagine qu'on reverra un peu plus tard la manœuvre. Mais Bertrand Godin est maintenant deuxième. Donc il a repris une position dès le premier tour. Derrière Case Montgomery. Et on voit Barron, Wilden et Schrader également. Par la suite, c'est Eric Lang. Oui, Wilden 5e, il était parti 2e, alors a raté son départ. Alors décidément, les départs sont plus ou moins chanceux pour Kenny Wilden en Atlantique au circuit Gilles Villeneuve. On arrive près du virage du pavillon du Canada. Wilden et Schrader sont toujours là pour fermer le peloton. Alors quelle sera la deuxième étape pour Bertrand Godin? Pour l'instant, il a réussi la moitié du parcours. Pierre, je viens de voir Tony Harvey. Oui, je viens de voir Tagliani 8e. Alors, wow, quelle remontée en dedans d'un tour. Oh, absolument. Et regardez, les pneus qui chauffent, la poussière qui est soulevée. Ce sera un endroit névralgique, semble-t-il, tout au long de l'épreuve, que cette portion du circuit sous le pont de la Concorde.
là où la piste, forcément, parce qu'elle est à l'ombre, déjà arbore un revêtement un peu différent du reste du circuit. Oh, et Tony Harvey qui a été trop ambitieux à la négociation du virage en épingle, il a failli être touché, revient sur le terre-plein et va réussir à reprendre le circuit, mais ça lui aura coûté plusieurs positions. Oui, il est à peu près 11e, Pierre, puisqu'il est à 3 positions derrière Tagliani. Oui, là c'est Steve Knapp que l'on a aperçu notamment côte à côte. Attention, voilà Bertrand Godin vers ce virage, il est à l'intérieur. Mais est-ce que Godin pourra rester là? Oh, il a été déporté forcément par la sortie du virage. Il est légèrement devant Montgomery, il a presque eu contact. Et Godin qui est en tête, il a repris la position qui lui revenait au départ de la course. Oh, que c'est venu près, Bertrand. Oh, on entend des applaudissements des spectateurs. Pierre, tout le monde est resté ou presque après la qualification de Formule 1 de samedi pour assister à cette course. Oh, quelle remontée et quelle lutte entre les deux. Est-ce qu'il y a eu contact entre les deux voitures? En tout cas, c'était une question de millimètres s'il n'y a pas eu un léger contact entre les deux. Et tout ça au moment où on allait compléter le deuxième tour au circuit Gilles Villeneuve. Voilà Schrader immédiatement derrière Wilden. Ces deux-là, toujours l'un derrière l'autre. On aperçoit Alex Barron en 3e position, lui un peu à mi-chemin entre ceux derrière et la lutte pour la tête devant. On revoit. Oui, regardez Montgomery trop large en abordant le premier virage des S. Il monte même sur le vibreur à la sortie du deuxième virage des S. Et là, c'est côte à côte, mais Godin veut aller vers l'intérieur parce qu'il était sur une partie poussiéreuse de la piste. Il a dit à Montgomery, laisse-moi de la place, sinon je vais m'en faire. Et je pense que c'est le dernier coup de roue, le dernier coup de volant qui a empêché qu'il y ait contact. Oui. Et là, Schrader est devant Wilden, là. Eh bien, beaucoup de rebondissements au départ. Et en général, de toute façon, c'est ce genre de spectacle très haut en couleur que nous avons au circuit Gilles Villeneuve, aux deux Molson Indy, Toronto et Vancouver, et aussi bien sûr au Grand Prix Players de Trois-Rivières. Alors 1, 2 et 3, vous les voyez passer. Schrader maintenant 4e, Wilden, Eric Lang, il y a Robert Solenskog par la suite, Steve Knapp que l'on a aperçu, et Alexandre Tagliani qui s'amène également pas trop loin derrière. Voilà Lazzaro, Tony Harvey qui a repris cette position-là. Un 3e tour qui est maintenant complété. Nous allons faire une pause et nous serons de retour avec beaucoup d'action dans quelques instants. De retour au circuit Gilles Villeneuve, 4 tours de complété sur 27. Bertrand Godin a repris la position de commande de façon spectaculaire dans cette première manche du Challenge Players. Il y a de belles luttes également à observer. Ça, c'est Chalk West, Bertrand, qui orchestre une remontée. West qui est parti, on se rappellera extrêmement loin. Il est parti de 37e. Oh! Et là, ben, il vient tout juste de passer Ted Saley. Saley qui, lui, est parti de la 16e position. Oui, Chuck West victime. Pierre, cette séance de qualification, c'était fou. Tout le monde est arrivé en piste. On s'est dépassé dans tous les virages. Il y a eu un contact entre West et Knapp à 2 minutes du début de cette séance de qualification qui a duré 45 minutes. Alors, bris de suspension avant. Il est allé au puits directement. Alors, il n'a eu que quelques tours pour faire son temps de qualification. Alors, il est 17e maintenant. Bertrand Godin qui, petit à petit, se détache de Case Montgomery qui, lui, je ne sais pas s'il ralentit un peu, mais il a Alex Barron immédiatement derrière. Et on voit que Montgomery est un peu gêné là, par la présence ultra rapide de Barron derrière lui. Et on voit un petit peu en repli par la suite Jared Schrader. Au virage Senna, les voitures qui vont revenir le long du fleuve Saint-Laurent. Avant d'amorcer le virage que l'on a surnommé le virage Jabouille, évidemment après cet accident terrible dont avait été victime Jean-Pierre Jabouille lors de la 2e édition du Grand Prix Players du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve. Au pavillon du Canada maintenant, on a vu légère dérobade de la voiture de Case Montgomery. Godin pour l'instant pas inquiété en tête. Il y en a un autre qui est inquiet, je pense, Didier. Tony Harvey dans les puits de ravitaillement, messieurs. On a vu la crevaison est très importante. Pour dire qu'il reste à peu près plus de pneus sur la voiture. Un temps précieux perdu, bien sûr, à changer cette roue. Pour lui, disons que c'est fini. Il retournera en piste, peut-être pour la gloire. Tony Harvey qui s'attendait à de très bons résultats ici pour lui avoir parlé avant le début de la course. Il était fort confiant d'aller chercher tout au moins un podium aujourd'hui. De retour à vous.
Oui, mais ce sera très coûteux. Merci Didier. Peut-être petite correction, Bertrand, c'était bien en 80, Jean-Pierre Jabouille, et non en 79. Donc c'était la 3e édition du Grand Prix de F1 sur le circuit. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Steve Knapp avec l'aileron avant replié. Moi, j'ai l'impression que ça va commander un drapeau noir, non? Attendons voir, parce que ça peut devenir dangereux si la pièce se détache. Ben, parlant du circuit Gilles Villeneuve, ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas, Bertrand? Oui, Gilles qui a eu son aileron avant dans cette situation avait un peu secoué sa voiture pour s'en débarrasser avant de recevoir un drapeau noir. Et là, Knapp se fait dépasser, évidemment. Il a moins d'appui aérodynamique. Oui, c'est Solenskog. Moins bien, oui. Solenskog a été prévoyant. Il a tout vu ça. Et là, on voit derrière, regardez, derrière Knapp, Lazzaro. Il y a Kidley qui est là, notamment. Et il y a aussi Michael David, plutôt. Oh! Alors, soudainement, le petit ennui de Knapp a resserré toute cette portion de la lutte. Là, il a glissé. Il a déjà perdu 2 places. Complètement replié à 90 degrés. Bon, et on a vu Kidley devoir sauter sur les freins pour éviter Steve Knapp. Oui, Knapp, c'était drôle, Pierre. Après son accrochage en qualification avec West, il a terminé dans le bac à gravier au virage 10. Il voulait qu'on le pousse, mais il était embourbé dans ce bac à gravier. Il est resté dans sa voiture lorsqu'on a soulevé sa voiture pour la dégager ou derrière savoir. C'était assez drôle à voir. Et quelques instants plus tard, il a réussi à relancer sa monoplace. Bon, alors il est maintenant 9e, Steve Knapp. Voilà donc les voitures qui reviennent sur le pont de la Concorde. Je ne sais pas si on a la réponse finalement aux ennuis de Tony Harvey, Didier. De retour dans les puits, bien sûr, avec la raison de l'arrêt au puits de Tony Harvey. On sait qu'il y a eu crevaison, mais regardez la raison de la crevaison. Toute une coupure dans le pneu Yokohama, sans doute à la suite d'un contact avec une autre voiture. Merci. Ben, décidément, les pneumatiques, c'est un sujet d'actualité au circuit Gilles Villeneuve au cours du week-end. Il n'y a pas que des ennuis en Atlantique, il y en a eu tellement en Formule 1 jusqu'à maintenant. Alors Montgomery toujours aux prises avec Alex Barron et Jared Schrader maintenant. On a l'impression que Montgomery réussit pour l'instant à peine à retenir les 2 autres derrière lui. On a un rapport des puits, Pierre, qui nous dit que Harvey, ça aurait été un accrochage avec Knapp, ce qui expliquerait l'aileron avant de Knapp. C'était une bataille pour la 8e place. Il y aurait eu collision entre les... Enfin, collision, contact entre les deux. Oui, bon alors... et ça aurait pu être beaucoup plus grave, en tout cas... surtout pour Steve Knapp qui a réussi à rester en piste jusqu'à maintenant. Alors, toujours la lutte pour la 2e position. Et qui en profite? Ben, c'est Bertrand Godin, évidemment, qu'on a complètement vu disparaître devant. Et là, on voit la reprise d'un incident qui a impliqué Sposato et Frank Hollers. Et on nous dit que Didier a des nouvelles pour nous. Alors Alexandre Tagliani, messieurs, vient tout juste de faire un passage dans les puits de ravitaillement. Son mécano nous a prévenu que, semble-t-il, il n'a plus de frein ou à peu près plus de frein. J'ai l'impression qu'en rentrant dans les puits, il s'est rendu compte qu'il restait encore un petit peu de pédale. Et il est retourné en piste sans même s'arrêter au puits. Oh, quelle mauvaise nouvelle, Bertrand. Alexandre Tagliani, donc, aura connu un week-end vraiment difficile. On se rappellera qu'il y a eu ce contact entre lui et Camiran lors de la séance d'essais libres du vendredi matin. Les ennuis se sont poursuivis aux essais officiels. Et là, ben, semble-t-il que ça n'est pas en voie de se résorber. Regardez l'avance de Bertrand Godin. Et toujours Case Montgomery qui en a plein les bras avec Barron et Schrader. Il n'y a pas eu de tentative jusqu'à maintenant de la part de Barron. Je pensais bien qu'il l'aurait fait un peu plus tôt pour tenter de rejoindre Bertrand. Voici un coup d'œil à toutes les activités qui ont marqué le Grand Prix Players du Canada. Tout d'abord, ce spectaculaire concours d'arrêt au puits sur la rue Sainte-Catherine. C'est toujours très populaire à chaque année. Les 2 pilotes de l'équipe Players Foresight étaient là, bien sûr. Mais les grands gagnants, les 2 voitures de l'écurie Lynx, notamment les équipiers de Mimo Gidley, qui ont vraiment réussi une performance formidable. Les pilotes du programme de développement des pilotes Players étaient là pour signer des autographes. Samedi, les journalistes ont eu la chance... de faire diverses simulations. On sait que le Human Performance Institute était là pour justement montrer à quel point l'électronique est utilisée pour aider au développement des pilotes, notamment au niveau des réflexes. Et ça, c'est un exercice difficile. C'est Rob McDonald, celui qu'on vient de voir. Bien sûr, il y a eu cette présentation émouvante à Sir Jack Brabham,
gagnant du premier Grand Prix Players du Canada en 1967, il y a 30 ans. Vous voyez des images sur le circuit de Mosport. C'était l'année où Dennis Hume et lui avaient terminé 1 et 2 au championnat du monde. Il y a Bernie Ecclestone également qui était là et qui a tenu à rencontrer les pilotes du programme de développement des pilotes Players. C'était quelques-unes des activités intéressantes en fin de semaine en marge du Grand Prix Players du Canada. Alors voilà le classement donc après 8 tours. Nous serons de retour dans quelques instants. Toujours cette lutte pour la deuxième position qui ne change pas alors qu'on a 9 tours, donc le tiers de l'épreuve de compléter. Alexandre Tagliani, 24e. Et je ne sais pas si on peut savoir exactement ce qui se passe. Didier, vous avez des nouvelles? Dans les puits de ravitaillement, Alexandre Tagliani qui avait même enlevé son volant prêt à descendre de sa voiture, on lui a dit de rester dans la voiture. Regardez comment les freins fument littéralement. Il y a définitivement un problème sur la roue arrière gauche et avant droite qui fume avec beaucoup d'intensité. Alex vient de déposer son volant et voici maintenant qu'il enlève sa ceinture. On lui laisse le temps de descendre et on vous revient avec lui. Eh ben, ce sont de bien mauvaises nouvelles. Pendant qu'on voit Joao Barbosa, la voiture blanche, qui remonte le peloton, il est maintenant 11e. Alors Didier, vous êtes prêt d'Alexandre maintenant? Il cherche bien sûr un peu d'intimité et on comprend pourquoi. La raison pour laquelle on s'approche, c'est bien sûr qu'on veut connaître un petit peu ses états d'âme. Voilà son mécano et ami qui vient lui apporter ses lunettes. Je ne sais pas si Alexandre est prêt à jaser un peu avec nous. Ça doit être difficile à prendre, ça, Alex. C'est sûr, c'est dur. Surtout parce que on a commencé un week-end difficile. L'équipe Players a travaillé fort pour remettre l'auto au point. Je pense qu'elle était au point pour la course. Et puis, j'ai pris un bon départ. Je me suis fait squeezer un peu avec Anthony. Mais après, je remontais bien. Puis la voiture était très compétitive. Et puis, c'est dommage, on a eu une ligne de frein de brisée sur l'arrière de la voiture. Et puis, j'avais plus de frein à l'arrière. Donc, c'est tout le devant qui freinait. Ce n'est qu'une course, il reste de la saison. Ouais, c'est. Ouais, ben c'est vraiment désolant pour lui et c'est 0 point. Ça, c'est au moins une chose qui est sûre. Oh, des ennuis, Bertrand. Oh, c'est Schrader dans le bac à gravier. Regardons ce qui s'est passé en reprise. Vous avez Montgomery, voiture rouge, qui se fait passer par Barron. Schrader est derrière. Alors, Barron passe. Oh, Schrader bloque ses roues au freinage, heurte l'arrière de la voiture de Montgomery. Schrader dans le bac à gravier. Montgomery, semble-t-il, a glissé et a pu continuer. Parce que Montgomery n'est surtout pas à blâmer. Enfin, Barron a fait une très belle manœuvre. Oui. C'est Schrader qui a été peut-être... qui a perdu sa concentration peut-être une fraction de seconde. Alors, est-ce qu'il y aura des dommages à la voiture à Montgomery? Oh, regardez l'aileron, il est complètement tordu. L'aileron arrière, donc, complètement tordu, sorti de son axe. Ce sera vraiment difficile pour Montgomery de garder la voiture en piste. Et là, bien évidemment, tout de suite, il a Kenny Wilden littéralement accroché à lui. Alors, on a donc des changements maintenant. Barron est deuxième. Oui, en plus, la voiture de Montgomery a subi un bon choc lorsque Schrader l'a heurté. On nous dit, Bertrand, que Didier a un invité de marque pour nous. En compagnie de Super Patrick, pilote de Formule Indy qui est en visite ici à Montréal. Patrick, il y a un certain Bertrand Godin qui a brisé un record de tour qui vous appartenait. Non, c'est bien. Je pense que les records, c'est fait pour être battu. Puis c'est excellent. C'est vraiment bon. Ça prouve que c'est un bon pilote parce que les voitures sont pratiquement identiques à l'an passé. Donc, c'est bien. C'est vraiment excellent. Un bon spectacle qu'offrent les pilotes de Formule Atlantique. Ben oui, c'est bien. J'ai vu une petite passe tantôt à Bertrand. Il a fait signe à Case Montgomery qu'il avait besoin de la laisser passer. Puis jusqu'à présent, ça va bien. Bertrand roule bien. Je pense qu'il devrait remporter. On s'en va à Portland la semaine prochaine. Ça s'annonce comment? Ça s'annonce bien, ça s'annonce super bien. On a fait des essais à Médoyon, on a amélioré la voiture. Je pense qu'on n'est pas encore prêt sur le circuit routier. Je pense que ça va prendre encore quelques épreuves. Mais au moins, on commence à comprendre la voiture. Puis mon ingénieur commence à comprendre mon style de pilotage sur le circuit routier. Donc, ça devrait s'améliorer tranquillement. Je pense qu'on ne sera pas les plus rapides ou avec les plus rapides encore à Portland. Mais d'ici la fin de la saison, je pense qu'on va être rapide. On se voit là-bas, bonne chance. Merci. Ben oui, bonne chance, on l'espère. On a vu pendant l'entrevue Joao Barbosa qui remonte toujours le peloton. Il est 10e maintenant. Il est passé devant Ted Saley, la voiture numéro 11. Montgomery toujours en piste. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça semble pas trop grave pour garder, si vous voulez, la ligne de course idéale. Mais il reste que... On n'est pas dans le cockpit. Montgomery a peut-être
doit peut-être se battre soudainement beaucoup plus pour que la voiture garde sa trajectoire. Et avec Wheldon immédiatement derrière, c'est pas de tout repos. On sait que Wheldon est très agressif de nature et il va peut-être vouloir choisir le moment opportun pour tenter une manœuvre de dépassement aux dépens de Case Montgomery. Montgomery donc jusqu'à maintenant quand même toujours 3e, Wheldon 4e, Bertrand Godin on l'a vu. Ou enfin, on a surtout entendu de la bouche de Patrick Carpentier qu'il est loin devant. Patrick est confiant de voir l'emporter. Alex Barron est 2e. Et là, ben, c'est la lutte pour la 3e place qu'on aperçoit avec un autre participant finalement qui se rapproche petit à petit aussi, qui est Eric Lang, la voiture que vous apercevez, jaune et rouge aux couleurs de LCI. On peut peut-être parler de nos autres Québécois, Pierre. Stéphane Roy, ennui d'embrayage au 2e tour, abandon aussi pour Carole Soucy. Oh, Bertrand, pardon, Montgomery là qui... Oh, des ennuis très sévères. Il roule lentement sur le circuit Gilles Villeneuve. Il vient d'être passé par Wheldon et par Eric Lang. Oh, est-ce que Montgomery... Oh, et voilà Memo Gidley qui s'amène. Et Solenskog et Lazzaro. Oui, il fait signe de passer par la droite. Je pense que c'est terminé pour Case Montgomery. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas amené au puits de ravitaillement, cependant, mais il a des ennuis vraiment majeurs. Oh oui, voilà Solenskog et Lazzaro qui arrivent derrière. Montgomery qui a terminé 3e à Montréal en 95. L'an passé, il était 4e, bris de moteur dès le 5e tour. Oh. Et voilà. Ah oui, c'est terminé. Vous avez vu, il a projeté le volant. Il semble absolument furieux. Évidemment, est-ce que l'ennui est relié à ce contact avec Jared Schrader, Bertrand? Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi il est si furieux. Ou est-ce la déception pour un ennui d'un autre genre, d'un autre type? Quoi qu'il en soit, Case Montgomery, qui était alors en 3e position, vient d'abandonner. Et c'est donc maintenant Kenny Wheldon qui est 3e. Alors, intervention rapide de la part des équipes d'urgence au circuit Gilles Villeneuve. Voilà Memo Gidley. Gidley, finalement, lui aussi a fait toute une remontée. Il est maintenant en 5e place derrière Eric Lang. Pilote recrue, très talentueux, Memo Gidley. Et au sein d'une bonne équipe aussi, il faut le dire, chez Lynx Racing. Alors voilà l'avance de Bertrand Godin, toujours extrêmement confortable. Le voilà au virage numéro 1. Là-dessus, on nous dit que Didier est tout près de Case Montgomery. Allons voir si on pourra lui poser quelques questions. Case Montgomery qui malheureusement est hors course. Case, my friend Case, that was a hell of a start. That's very tough to handle. I don't know what to say. What was wrong? The gearbox went. First I lost 4th gear and then it just got the rest of them. You did a tremendous job, man. Case Montgomery, totalement défait. On comprend pourquoi. Des problèmes de boîte de vitesse, semble-t-il. Ouais, ben, c'est extrêmement malheureux. On peut sympathiser avec lui, Bertrand. Parce que ça avait été un très bon week-end, alors qu'on aperçoit toujours Barbosa et Chuck West également, qui lui aussi a fait toute une remontée. Il était parti très loin. Alors, c'est des ennuis de boîte pour Montgomery, donc consécutivement ce choc avec Schrader. Ennuis de boîte aussi pour Camiran qui a abandonné au 12e tour pour compléter ce tour d'horizon des Québécois. Oui, ça avait déjà été pas très bon au concours d'arrêt au puits pour Stéphane Roy notamment, qui avait été incapable d'utiliser la voiture pour le concours d'arrêt au puits. Bon, alors Lazzaro qu'on aperçoit, Solenskog, et l'autre c'est Pook, hein? David Pook, qui soudainement revient dans le décor, comme on dit. Joao Barbosa également qui est là. Et Case Montgomery assis tout près du bassin olympique qui n'en revient tout simplement pas. Il y a toujours eu des déceptions énormes, hein, Bertrand, au circuit Gilles Villeneuve. Tu te rappelles Patrick Carpentier quand il avait été incapable même de lancer la voiture au départ il y a quelques années. Bertrand qui dépasse déjà des retardataires. Ouais. Quelle avance il a, on ne voit même pas Barron derrière. Ça, c'est Oberlin sans museau. On l'avait vu en tête à queue dès le premier virage après le départ. Alors, un tour de retard. Manque un peu d'appui donc sur sa voiture. C'est pas facile quand même de garder une Formule Atlantique en piste sans l'aileron avant. Et le retardataire voiture rouge, c'est David Cutler que vous avez vu. Celui, évidemment, qui parraine un peu le programme Microsoft avec Case Montgomery. Eh bien, qui aurait cru que Bertrand Godin aurait connu un week-end de domination comme celui-là, Bertrand? Faut pas être prophète de malheur. Remarquez bien, il reste encore quand même plusieurs tours avant la fin de l'épreuve.
Mais jusqu'ici, c'est vraiment remarquable ce qu'il a réussi à accomplir à cette 5e épreuve d'une saison de 12. Voilà le classement après 18 tours. Nous serons de retour dans quelques instants. Voilà le classement donc après 19 des 27 tours. Il y a une superbe lutte que l'on voit se développer depuis plusieurs tours déjà. Joao Barboza là, qui vient très largement vers la gauche pour tenter de doubler Anthony Lazzaro. Et il va réussir à garder sa position, mais Lazzaro a très bien négocié également la sortie du virage. Attention, côte à côte, on s'est presque touché. Le drapeau bleu leur est présenté. Il y a Puk également derrière aux prises avec Skolenskog. Et Barboza va réussir à passer Lazzaro. Et ça, c'est formidable. C'est pour la 7e position. Attention, il est sorti trop large. Il a perdu... Lazzaro en a profité pour reprendre son bien. Oh, il y a West et Puk également que l'on aperçoit derrière. Quelle course absolument spectaculaire. À tous les endroits, il y a eu, et à chaque moment de l'épreuve, il y a eu des choses formidables et passionnantes à suivre. Alors Lazzaro, Barboza qui a presque touché. Skolenskog, West et Puk maintenant. Pour voir sur la voiture de Barboza, Sega Portugal, c'est un nouveau commanditaire qu'il a trouvé. Il n'avait pas le budget pour faire toute la saison. C'est maintenant fait. Alors tant mieux, on pourra avoir ce jeune espoir de 22 ans jusqu'à la fin. Alors 6, 7, 8, 9, 10 que l'on aperçoit donc. Ce sont les positions de ces voitures. Et Steve Knapp, évidemment, avec cet aileron qui a été abîmé un peu plus tôt dans l'épreuve. Attention à l'épingle. Oh, il y a eu contact. Chuck West a touché Joao Barboza par derrière. Barboza reste en piste, mais la voiture est abîmée. C'est terminé pour West. Oh, il semble être arrivé beaucoup trop vite, Bertrand. Oui, en manquant de frein, il a percuté derrière de Barboza. Oh! Eh ben, c'est encore un dénouement dramatique que celui-là. Et regardez Skolenskog qui a perdu la maîtrise de la voiture sur la pelouse. Comment a-t-il fait pour revenir en piste? Mais comment a-t-il pu se retrouver là aussi? Ça, c'est l'autre question qu'on doit se poser. Allons maintenant à Didier en compagnie d'un invité. Il les suit depuis des années, ces jeunes pilotes. Il a de l'expérience dans ce sens-là. Il a le flair également. On parle du programme de développement des pilotes Players qui fonctionne très bien, Pierre Lecourt. Oui, effectivement. On a juste à regarder les résultats cette année pour comprendre l'importance du programme Autosport Players. On a vu Jacques Villeneuve s'est battu pour le championnat. Il ne pas encore pour le championnat du monde, il est deuxième. On voit sur la piste présentement Godin qui est premier. On a Carpentier qui est dans la série 4. Craig Moore qui vient de remporter 2 victoires de suite. Tout ça, bien, il faut le mettre sur le compte du programme de développement. Et c'est une nécessité. Il ne faut absolument pas abandonner un tel programme. C'est l'avenir du sport automobile au Canada qui en dépend. Puis je pense que c'est aussi important que d'essayer de garder le Grand Prix du Canada à Montréal. Parce que sans un support, veut dire, d'une compagnie comme ça, il n'y a aucun doute que tout va s'arrêter. Et selon l'expert, qui est le prochain? Je pense que ça va être Marc-Antoine Camiran. C'est bien possible. Il a montré de belles choses, en tout cas, en fin de semaine. Alors, Lazzaro, Skolenskog, Puk et Steve Knapp. Il y a deux acteurs principaux de cette scène qui se retrouvent exclus. Et c'est vraiment, semble-t-il, en tout cas par la faute de Chuck West. Alors on travaille toujours bien sûr sur la voiture de Joao Barboza, mais là ça devient un arrêt très long à un moment d'ailleurs où Barboza avait réussi à revenir, il marquait des points s'il restait là jusqu'à la fin. Attention maintenant, c'est Steve Knapp qui s'amène vers la gauche de Puk. On a vu Skolenskog également tenter de profiter du virage, mais Lazzaro a protégé sa position. Allons à Didier. Eh bien, incroyable mais vrai, mesdames, messieurs. On relance le moteur de la Ralt RT42 de Joao Barboza. On a changé la roue arrière. On a également travaillé un petit peu sur l'aileron, au moins ce qu'il en reste. Regardez que l'aileron avant est également touché. On a réattaché les ceintures de Joao. Et là, on travaille à la boîte de vitesse très rapidement. Il devrait être en mesure d'enclencher la première dans quelques secondes. Et on le renverra bien sûr en piste, semble-t-il. Voilà, Joao qui repart, mesdames, messieurs. Eh bien, on ne peut pas en tout cas reprocher à Barboza et à son équipe de manquer de cran et de courage. Alors attention, Lazzaro qui retient vraiment les trois autres voitures derrière. Skolenskog, Knapp et Puk. Ça ne change toujours pas. Et là, c'est Kenny Wilden qui a des ennuis. Wilden qui était sur le podium jusque-là, Bertrand. Il était troisième. Un autre malchanceux chronique à Montréal. Oh, Steve Knapp qui a perdu le contrôle de la voiture se retrouve dans les gravillons et en général,
Quand on est là, on y est coincé pour de bon. Oui, regardez, il fait patiner ses roues arrière dans le bac à gravier. Sa voiture cale, c'est terminé. Il faudra aller récupérer la voiture avec un petit tracteur. Pas beaucoup de répit pour les spectateurs, les téléspectateurs et tous ceux qui suivent de près cette épreuve. Pour suivre de près d'ailleurs encore mieux les épreuves, vous pouvez toujours vous rendre sur le très bon site de Players ou encore sur le site officiel de la série Cool Toyota Atlantique. Vous avez vu les adresses Internet à l'écran. Revoyons au ralenti ce qui s'est passé. Tornap qui tente de faire l'intérieur arrive trop vite, perd le contrôle de sa voiture et sa course est terminée. Alors après son accrochage avec AV, le voici donc deuxième incident pour Steve Knapp. Alors avec tous ces rebondissements au cours de la dernière minute ou à peu près, il faut maintenant observer et surtout apercevoir Memo Gidley, Bertrand qui est troisième avec l'abandon de Kenny Weldon. Et celui qu'on aperçoit, Anthony Lazzaro, se retrouve pour l'instant en 5e position derrière Eric Lang. Alors les deux voitures de l'écurie Lynx pourraient se retrouver sur le podium à la fin de la course. Ce serait tout un exploit. Et là, attention, on aperçoit Pook, notamment avec Solenskog. Est-ce que Pook aura suffisamment d'espace? Non, il a plutôt choisi de se raviser à ce moment-là. La fin de semaine était mal partie pour l'écurie Lynx parce que pour la première fois de la saison, il n'y avait pas une de leurs voitures sur la première ligne de départ. Exact, mais en tout cas pour l'instant, c'est un superbe rattrapage. Je pense que Peggy Haas sera extrêmement heureuse de voir ses voitures à cet endroit. Bertrand Godin, je vous le rappelle, mène toujours cette épreuve et Didier est en compagnie d'un autre invité de marque au circuit Gilles Villeneuve. Ma parole, tout le gratin de la course automobile est ici avec nous. Je sais qu'il ne comprend pas un mot de ce que je dis, mais quand même. Greg, pleased by what you are looking at. I'm very pleased. I mean, Bert's doing a great job, and that's, you know, it's too bad for Alex, but, you know, Bert to do a good job here in Montreal. It's really exciting for him. It's going very good for you. It's going very, very well for me, and, you know, 2 in a row, I can't complain. Why not third? Well, I'm going to go for my third next weekend in Portland, and, you know, I hope the Canadian fans cheer me on. Alors, il est très heureux pour Bertrand Godin et il a parlé aussi de cette belle saison jusqu'à maintenant. 2 victoires de suite pour lui. Pourquoi pas 3 de suite à Portland? C'est un circuit qu'il adore d'ailleurs. Alors, Pook qui est devant Solenskog maintenant. Mais Solenskog tente de revenir. Le voilà par la gauche. Solenskog qui est presque entré en contact avec Pook. Solenskog qui vient de donner un coup de roue. Et finalement, Pook a réussi à garder la voiture en piste. Oh, ça semblait à la limite de l'acceptable, cette conduite de Solenskog. On a eu l'impression qu'il a donné un coup de roue délibérément. C'était très dangereux. En plus, il a perdu une position. Là. Ah oui. Parce qu'il aurait peut-être pu aller chercher Pook au freinage, au bout de la ligne droite. Oh là là. Alors, regardez ça. C'est vraiment un geste délibéré. Regardez Solenskog, tout d'un coup, bang! Un coup de roue. Oh, comment Pook a pu garder le contrôle de sa voiture. Oh là. Il y aura peut-être... en tout cas, des explications à demander à la fin de la course. Alors donc, c'est Gidley 3e, Lazzaro 4e, Pook 5e maintenant, et Solenskog est en 6e place. Peut-être un petit geste de revanche, par exemple. Ça arrive souvent en course automobile. Pendant l'entrée de Greg Moore, on les voyait côte à côte. Peut-être qu'il s'était déjà passé quelque chose. Peut-être. Bon, alors voilà Bertrand Godin, derrière des retardataires déjà. Bertrand Godin qui... finalement, avec cette domination complète pour lui, s'est retrouvé un peu à l'abri ou à l'ombre. On a suivi, bien sûr, les autres luttes. Alors, attention quand même, il faut se méfier des pilotes que l'on veut doubler. Et Bertrand réussit à le faire sans problème. Oui, domination de Godin. Séance d'essai libre vendredi matin, une demi-seconde sur AV. 7/10e en qualification sur Weldon. Godin qui n'a pas gagné depuis Pau 1994. Pau, c'est un grand prix célèbre dans les rues de cette ville française. Il était alors en Formule Ford, évidemment. Il avait été vice-champion en fin de saison. Oui, l'épreuve reine à Pau, c'est la Formule 3000. C'est un week-end vraiment bien établi en sport automobile en France et au calendrier du championnat international de Formule 3000. Oui, depuis ce temps-là, Bertrand aussi a fait 8 courses sur 2 saisons en Indy Lights. Et on entend déjà les applaudissements. Hein. Je pense qu'on réalise que Bertrand Godin a une voiture qui est encore très performante, très fiable pour rallier l'arrivée en première position. Eh bien, ça va marquer un tournant que cette épreuve du circuit Gilles Villeneuve, Bertrand. Non seulement pour le Challenge Players, puisque c'est la première de 4 manches, mais aussi pour le championnat Cool Toyota Atlantique. Et Bertrand Godin qui a fait des tests récemment sur un circuit routier, il a dit qu'il avait adopté la technique du freinage, alors qu'on voit des spectateurs applaudir du freinage avec le pied gauche que lui avait conseillé Jacques Villeneuve lui-même.
Eh bien, il reste que quelques mètres encore pour Bertrand Godin. Question de ramener la voiture à la ligne de départ arrivée, recevoir le drapeau à damier et surtout recevoir le témoignage d'appréciation des près de 60 000 spectateurs autour du circuit Gilles Villeneuve. Dernier virage. Voilà Bertrand Godin qui s'amène. Godin qui, comme le veut souvent la tradition, va s'amener tout près de la ligne des puits. Le drapeau à damier lui est donné. Victoire spectaculaire de Bertrand Godin. Sa première en carrière. Et vraiment, on peut dire qu'il fait son entrée officielle maintenant dans le monde de la Formule Atlantique. Au championnat Cool Toyota Atlantique, c'est le bonheur total, évidemment, au niveau de l'équipe Players Foresight. On est extrêmement heureux. Voilà les autres, Barron, Gidley, Lang, Lazzaro dans l'ordre. Nous serons de retour avec le mot de la fin dans quelques instants. Histoire extrêmement populaire que celle de Bertrand Godin. Ça aura un impact majeur, hein, Bertrand, sur le reste de sa saison, j'en suis sûr. Bertrand Godin qui avait bien hâte enfin de prouver à tout le monde qu'on avait fait le bon choix. Alors donc, victoire pour lui. Barron et Gidley se retrouvent également sur le podium. 3 recrues que l'on retrouve donc 1, 2 et 3 au cours de cette épreuve au circuit Gilles Villeneuve. Voilà des positions de 6 à 10 maintenant. La 10e étant occupée par Cam Binder. Et Joao Barbosa, lui, se mérite le prix Superformant Yokohama. Évidemment, il avait fait une remontée incroyable après être parti de la ligne des puits. Il était remonté 7e jusqu'à ce qu'il soit victime de la témérité de Chalk West. Au Challenge Players, donc, Bertrand Godin marque le maximum de points pour l'instant, suivi de Barron, Gidley, Lang et Lazzaro. Bertrand Godin, qui est là, en compagnie de Didier. Alors, le plus dur, bien sûr, c'est de faire son chemin jusqu'à Bertrand. La vedette, bien sûr, du jour, qui reçoit les félicitations de François Cartier. On va lui laisser le temps d'enlever son casque, alors qu'il reçoit, bien sûr, des félicitations d'à peu près tout le monde. Les jeunes players diront certainement, et c'est vrai, la tradition se poursuit pour les pilotes players et pour Bertrand Godin. Un large sourire. Ça a dû être long, Bertrand, ce dernier tour de piste. Oui, surtout que les alarmes sur la voiture n'arrêtaient pas de s'allumer comme un arbre de Noël. Donc, j'étais toujours en train de jouer avec mon tableau de bord pour essayer d'éteindre les lumières. Mais c'est un rêve. Qui se réalise enfin pour Bertrand. Ça a été difficile le premier tour de piste. Et quand on a dépassé surtout Case Montgomery, manœuvre osée dans l'endroit où vous m'aviez dit avant le début de l'épreuve que vous étiez le plus rapide. Ouais, ben c'est ça. Quand j'ai vu Case faire sa petite erreur, j'ai dit, bon, ben, je vais en profiter pour prendre le chemin normal parce que je l'avais expérimenté hier, puis on perd beaucoup de temps à faire cette manœuvre-là. Donc, c'est ça, ça a été chaud avec Case. Au départ, j'ai peut-être un petit peu trop patiné, mais c'est super pour toute l'équipe Players, Kelly Lowen, tous les gens de mon équipe, mon coéquipier Alex Tagliani. Je vous remercie. Félicitations, Bertrand. Au championnat, un abandon coûteux pour Tagliani qui chute de la première à la 4e place. Alex Barron en profite pour se faufiler en tête après 5 des 12 courses de la série Cool Toyota. En tout cas, ça promet, Bertrand, pour le reste de la saison. Ça promet évidemment non seulement en spectacle, mais pour la course au championnat. Quelques-uns de nos prochains rendez-vous. Grand Prix de France, les essais officiel le samedi, la course le dimanche. Prochaine épreuve de la Formule Indy Molsonex 1997, dimanche le 22 juin, 17h, la course de Portland. Prochaine épreuve de la série Cool Toyota Atlantique, celle de Cleveland. Diffusion vendredi 18 juillet, 19h30. Ici Pierre Houd, au nom de Bertrand Houle, Didier Scranen et toute l'équipe. Bravo à Bertrand Godin. Au revoir et à la prochaine.